doula depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place. Te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 6e épisode. Alors, dans quelques jours, la 10e cohorte de mon programme en ligne Doula et moi va commencer. C'est un programme super complet et vraiment unique. Et dans ce programme-là, il y a une grande partie qui est réservée à la préparation à l'accouchement. Quand je parle de préparation à l'accouchement, je reçois toujours plein de questions provenant des futurs parents. Certains parents doutent de la pertinence de se préparer pour différentes raisons et ont toujours leurs raisons qu'ils m'expliquent. D'autres se demandent pourquoi ils paieraient pour ça alors qu'ils pourraient suivre, par exemple, des cours prénataux gratuitement au CLSC. Puis, by the way, à ça, je réponds que c'est comparer des pommes et des oranges, sans rien enlever aux cours qui sont gratuits. C'est pas du tout le même contenu et la même façon de se préparer que ce qui va être offert et ce qui est offert dans mon service. Certains parents disent aussi que les femmes accouchent depuis une éternité, fait que c'est instinctif, qu'on n'a pas besoin de se préparer à ça. Bref, je reçois toutes sortes de commentaires. Pour moi, se préparer à donner naissance, c'est définitivement un incontournable. Que tu sois stressé ou non par rapport à ce grand moment-là, que tu aies déjà des connaissances sur le sujet ou non, que ce soit ton premier ou ton 4e bébé, un accouchement, ça se prépare. Tu peux toujours choisir avec qui tu vas te préparer, comment tu vas te préparer, de quelle façon je vais me préparer différemment pour un 2e, 3e bébé que pour un premier. Mais peu importe, je te recommande fortement de ne pas arriver au grand jour avec aucune connaissance ou avec aucune préparation ou sans avoir libéré ton stress ou tes craintes. Le but, justement, c'est pas de te stresser, de te préparer puis d'essayer de tout contrôler, de tout savoir comment ça va se passer. Loin de là. Le but est de préparer ce qui se prépare et d'apprendre à lâcher prise sur le reste. Parce que bien que le déroulement d'un accouchement soit totalement imprévisible, il y a quand même des choses qu'on peut connaître, qu'on peut préparer pour se faire du bien, pour arriver là et ne pas être devant juste une longue session, une longue séquence plutôt d'événements inconnus qu'on sait pas trop exactement, mais qu'on se laisse faire. Bref, je m'égare un petit peu là, déjà. Je m'égare déjà en partant. C'est un sujet qui peut me faire parler très, très longtemps, mais l'arrivée de cette 10e cohorte-là de mon programme, ça m'a donné envie de te parler d'accouchement. Et plus précisément, ça m'a donné envie de te parler de la peur de l'accouchement et du stress relié à l'accouchement. Tout d'abord, je vais prendre le temps d'aborder les causes principales de cette peur-là. J'en ai ciblé 5. D'où est-ce que ça peut venir, la peur de l'accouchement? Pourquoi on vit ça? Je vais ensuite parler de comment la peur et le stress peuvent devenir des alliés pour toi. Et je vais terminer cet épisode en partageant quelques idées sur ce que tu peux faire avec cette peur-là ou ce stress-là. Donc, première chose, la peur de l'accouchement, d'où vient-elle? La première cause que j'ai ressortie, c'est l'histoire. L'histoire que je vais décliner comme en 3 parties, en 3 points. La première, l'histoire comme dans l'histoire de l'accouchement au Québec.
La deuxième, c'est l'histoire comme l'histoire des autres, hein, l'histoire des femmes qui t'entourent. Et la troisième, ce serait l'histoire comme dans ton histoire personnelle à toi. Alors, l'histoire comme l'histoire de l'accouchement au Québec, en gros, est très, 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 très résumée, là. Au Québec, les femmes donnaient naissance par le passé avec le soutien des sages-femmes qui se rendaient à domicile. Ces sages-femmes-là avaient été formées en France pour la plupart, puis leur savoir s'est partagé de génération en génération, puis graduellement, les médecins, pratiquement tous des hommes, ont intégré le monde de l'obstétrique. À cette époque-là, ben, les femmes n'allaient pas à l'école, les femmes étaient à la maison, les femmes étudiaient pas et surtout pas en médecine. Ça a évolué bien évidemment depuis ce temps-là, mais à ce moment-là, c'était surtout des hommes. Puis c'est vers les années 50 que l'hôpital est devenu le lieu privilégié pour accoucher. L'accouchement est donc devenu de plus en plus médicalisé au point où plusieurs femmes, à cette époque-là, donnaient naissance sous anesthésie générale et pouvaient tout simplement pas participer activement à la naissance de leur enfant. Je sais, c'est incroyable, c'est c'est incroyable. Si vous saviez pas ça, vous devez vous dire, ben voyons, c'est complètement fou. Oui, c'est complètement fou, puis ça fait pas si longtemps que ça. Moi, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui a été endormi sous anesthésie générale pour le moment de l'expulsion du bébé, vraiment la poussée, là. Elle s'est fait endormir, puis quand elle s'est réveillée, ben son bébé était né. Donc, c'est incroyable comment ça l'a... c'est parti de plutôt naturel avec les sages-femmes et tout, et que ça l'a basculé vers quelque chose du genre, ces pauvres dames, nous devons les sauver et nous, les médecins, savons comment sauver ces dames. Il y a eu une espèce de prise de contrôle des naissances, puis l'accouchement à l'hôpital, c'était perçu comme le choix moderne à faire, c'était perçu comme le choix sans risque. Puis, tu sais, bien sûr, là, on le sait, la médecine, la technologie, ça sauve des vies. Évidemment, tout le monde est clair avec ce fait-là. À notre époque, il y a peu de bébés et de mamans qui décèdent pendant ou après l'accouchement, puis c'est absolument extraordinaire et ô combien important. Mais le fait que la croyance populaire a longtemps été accoucher, c'est dangereux, puis les femmes ont absolument besoin d'aide extérieure pour y arriver. Puis je dis que la croyance a longtemps été ça, mais honnêtement, c'est encore régulièrement ça aussi. Ben c'est sûr que ça l'a sans aucun doute créé des peurs dans la tête et le cœur des femmes. Puis ça l'a forgé d'autres croyances aussi, puis c'est sûr que c'est bien ancré dans nos têtes de futurs parents, dans notre société actuellement. Il y a toute une vague en ce moment avec ben, le retour des sages-femmes, justement, que ça fait pas une éternité non plus, hein, que les sages-femmes ont eu légalement le droit de pratiquer. Donc, avec ces valeurs-là on revient avec ça, avec nous, les accompagnantes à la naissance également, avec plusieurs médecins, plusieurs infirmières également qui ont des valeurs semblables où on dit, OK, attendez un peu, oui, il y a des fois où on doit intervenir pour sauver des vies, pour faciliter le processus, mais la femme a tout ce qu'il faut en elle pour donner naissance. Et on va la soutenir là-dedans et si on doit intervenir, on va le faire. C'est vraiment la plus belle philosophie, un bel équilibre qu'on voit de plus en plus. Ça fait 10 ans que je pratique, je vois qu'il y a eu une évolution, mais honnêtement, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Combien de fois on entend la phrase Hey, c'est qui t'a accouché? C'est qui le médecin qui t'a accouché? Ça, là, moi, là, à chaque fois, je me dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas le médecin qui accouche personne, c'est la maman qui donne la vie à quelqu'un. Évidemment, c'est super banal comme expression, comme façon. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est qui le médecin qui était là, tu sais. Mais ça démontre quand même à quel point il y a du pouvoir qui a été enlevé aux mamans, juste dans la façon de le dire. Tu sais, les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les doulas, on aide les femmes, on les soutient. Les médecins, les sages-femmes, les infirmières interviennent lorsque c'est nécessaire. Puis oui, mais ça,
c'est un autre sujet. Là, j'allais dire, oui, des fois, ils interviennent trop, mais ça pourrait être peut-être un jour un épisode complet. Mais ça serait vraiment merveilleux si on pouvait juste se demander, hey, c'est qui le médecin qui était là quand tu as accouché? C'est un mini détail, mais bon, ok. J'arrête mon exemple et toutes mes explications, puis je vais passer au prochain point. Je vous disais l'histoire comme l'histoire de l'accouchement au Québec, mais aussi les histoires des autres qui peuvent avoir une influence sur notre perception de l'accouchement, sur nos peurs, notre niveau de stress. À quel point on en entend des histoires d'accouchement, c'est incroyable, on en entend toujours dès qu'on est enceinte. Dès qu'on parle d'accouchement, il y a toujours quelqu'un qui nous raconte son histoire. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais on entend souvent les histoires qui se passent pas bien ou qui ont été vécues difficilement. C'est rare qu'on entend des détails au sujet d'un accouchement qui s'est bien passé. Souvent, ces femmes-là qui ont eu un bel accouchement vont juste dire «Ah ouais, ça a vraiment bien été». Puis ça se termine là. On n'a pas les détails. Par contre, si la cousine de la voisine du frère de ton ami a vécu l'horreur, ben là, par exemple, là, tous les détails vont être racontés, puis ça va circuler à vitesse grand V. Donc, les histoires des autres peuvent venir créer du stress et de la peur pour les futures mamans parce qu'elles entendent et lisent toujours le pire. Les histoires des autres, ça peut être aussi l'histoire de ta mère, l'histoire de ta sœur, de ta grand-mère, les femmes proches de toi. Et plus les femmes qui te racontent leurs histoires sont proches, ben plus ça peut avoir un impact important pour toi. Bien sûr, si les 3 accouchements de ta mère ont été difficiles ou perçus comme étant difficiles ou comme s'étant mal passés, ben c'est sûr que quand ta mère va t'en parler, ça va avoir une influence directe sur toi puis sur tes perceptions. Ça peut te faire monter le taux d'anxiété sur un méchant temps, là, d'entendre les histoires de ta propre mère ou même ta propre histoire de naissance à toi. Puis justement, le troisième point par rapport à l'histoire, c'est ton histoire à toi. Mais avant, je veux conclure sur l'histoire des autres en te disant que tu as le droit de couper ça court, de mettre fin à une discussion si tu sens que ça fait juste éveiller du stress puis de la peur en toi. Quand tu entends des histoires bouleversantes, tu peux juste comme... Je pense que ça se dit, de juste dire ah, écoute, je pense que je vais me concentrer sur les belles histoires positives pour l'instant. Puis quand j'aurai accouché, ben, tu pourras me raconter peut-être ton histoire qui a été plus difficile. Puis quand tu as la chance de discuter avec une femme qui t'inspire, qui te raconte son accouchement d'un autre angle ou qui a eu un super bel accouchement, ben là, ouvre grand tes yeux, ouvre grand tes oreilles, puis profites-en pour faire le plein de calme. Donc, je disais que le troisième type d'histoire, c'est ton histoire à toi. Alors, je veux dire par là ton histoire avec ta santé à toi, avec les médecins, avec les hôpitaux. Tu sais, on a toutes des situations dans notre tête, des expériences qu'on a vécues par rapport à la médecine ou par rapport à la santé qui nous laissent des traces. Ton histoire aussi en lien avec ton corps, comment tu es confortable dans ton corps, comment tu te sens quand tu es enceinte, comment tu te sens quand tu dois te dénuder pour avoir un examen, exemple gynécologique, pour avoir, bon, tout ça. Il y a aussi tes expériences au niveau de la sexualité. Et là, je reviens à intervenante sociale, pardon, en moi qui a travaillé quelques années avec les victimes d'agressions sexuelles. Bien sûr qu'une femme qui a été victime d'agressions sexuelles peut avoir des défis supplémentaires à relever lorsque vient le temps d'accoucher. C'est pas 1 plus 1 égale 2, mais oui, ça peut créer des défis supplémentaires. Il y a aussi ton histoire personnelle d'accouchement, si c'est pas ton premier accouchement, puis de fausse couche aussi, si t'en as déjà fait. C'est sûr que ça laisse des traces. Puis comme je le disais tantôt, ben, il y a aussi ta propre histoire de naissance à toi, quand toi tu es né. Bref, toutes ces histoires-là, et là, si vous comprenez bien, si tu comprends bien, j'en ai nommé plusieurs, là. L'histoire qu'on porte comme société, ensuite de ça, les histoires qu'on entend, qu'on lit, puis notre histoire personnelle, ça fait une grosse somme d'histoires qui peuvent avoir une influence, puis nous faire voir différemment l'accouchement. Puis, ben, je t'invite à faire le point par rapport à ça, peut-être prendre du recul pour dire, OK, tu sais, moi, qu'est-ce qui m'influence là-dedans? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui me revient toujours en tête comme histoire? Puis voir qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça.
Donc, je passe maintenant à la deuxième cause possible de la peur de l'accouchement ou du stress par rapport à l'accouchement, puis c'est nos croyances négatives par rapport à notre tolérance à la douleur. Trop souvent, les femmes se fient à la façon qu'elles réagissent lorsqu'elles ont mal, mais tu sais, un mal en général, là. Donc, elles oublient euh, que les hormones, le cocktail d'hormones qu'on produit pendant l'accouchement, ben ça vient nous supporter ces hormones-là, ça vient nous aider à vivre une sensation à la fois, perdre la notion du temps, à gérer la douleur. On est loin, 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 loin d'une maladie, d'une douleur style mal de ventre ou quoi que ce soit du genre, parce que on a toutes ces hormones-là qui sont créées naturellement puis qui viennent nous aider. Tu sais, là, il y a plein de femmes qui me disent: «Ah mon Dieu, Andréane, moi, quand j'ai mal, je deviens tellement chialeuse, là, puis je pleure tout le temps», ou «Ah, moi, mes parents m'ont tout le temps dit, bla 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 bla, quand j'avais mal, j'ai tout le temps été de même». Puis elles ont ça en tête, c'est sûr, c'est leurs expériences, c'est leur personnalité, puis elles vont se fier à ça. Mais le mindset qu'on a quand on accouche est loin, 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 loin d'être le même que celui qu'on a, par exemple, quand on se pète l'orteil sur le bord d'un meuble, là. On s'entend que ça fait une méchante différence aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire une différence entre quand j'ai mal au quotidien dans ma vie de tous les jours et la façon que je vais accueillir et gérer la douleur lorsque je vais accoucher. La troisième cause possible de la peur de la peur de l'accouchement, c'est la peur de la douleur. La peur d'avoir mal. Puis ça, je pourrais en parler vraiment, vraiment longtemps. Je pourrais faire un épisode, puis même probablement plus d'épisodes seulement sur ce sujet-là. Mais la peur qu'on entend le plus, c'est ça, c'est de perdre le contrôle, c'est de crier, c'est d'avoir trop mal. Puis, tu sais, tout le monde a déjà entendu que c'est donc la pire douleur de tous les temps. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires qui circulent sur les réseaux sociaux qui nous laissent croire que ça va être insupportable. Puis, tu sais, quand on entend ça, comment on fait pour pas avoir peur de la douleur? Je peux comprendre que la peur de la douleur est là. C'est dur de pas anticiper la douleur quand la perception qu'on a, c'est que ça va être la pire chose au monde. La quatrième cause possible de la peur de l'accouchement ou du stress par rapport à l'accouchement, c'est la peur de l'inconnu. Surtout si on n'a jamais accouché. Mais quand on a déjà accouché, c'est plus tant la peur de l'inconnu, mais là, il y a d'autres peurs qui peuvent survenir par rapport à notre première expérience. Fait que, comme je le disais tantôt, nos propres histoires d'accouchement antécédents peuvent avoir un impact, mais la peur de l'inconnu, même quand c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième accouchement, ça peut être encore là parce que chaque accouchement est vraiment différent. Donc, bien sûr que quand c'est ton premier accouchement, t'es comme devant une grande page blanche, puis être devant une grande page blanche, c'est avoir plein d'espace, puis des fois même trop d'espace pour anticiper et arriver à la cinquième cause possible de la peur de l'accouchement, c'est-à-dire les scénarios catastrophes. Une grande page blanche peut t'emmener facilement au scénario catastrophe, surtout si t'as une personnalité plus anxieuse, si justement t'as lu plein d'histoires qui se sont mal passées, si t'as l'imagination très très fertile aussi, hein, puis aussi ça peut dépendre de comment tu vas te préparer ou pas te préparer, hein, qu'est-ce qui va être inscrit dans cette grande page blanche-là. Si tu te prépares pas, ben ça va rester une page blanche ou du moins peut-être avec des perceptions qui vont être basées sur des histoires que tu as entendues, par exemple, versus si tu te prépares, où là, tu vas peut-être pouvoir remplir ta page blanche un peu mieux, un peu plus, je dirais, consciemment. Ça va dépendre aussi, les scénarios catastrophes, ben, des professionnels qui t'entourent aussi, qui te guident, qui t'informent pendant ta grossesse. Est-ce qu'ils sont à l'écoute de tes craintes ou pas? Est-ce qu'ils passent vite, vite, font l'examen médical puis disent, bon, ben, bye, on se revoit dans un mois. Bref, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur ta façon à toi d'anticiper ton accouchement. Donc, pour remplir la page blanche qui est devant toi, ben, tu vas soit faire des scénarios dignes d'un film d'horreur, dépendamment de ta personnalité et de tout ce que j'ai nommé précédemment, ou tu vas peut-être te faire un beau film romantique. Ça, ben là, c'est à suivre selon qui tu es.
Alors, si je résume les 5 causes possibles que moi j'ai ressorties, que je vois le plus souvent qui pourraient emmener la peur ou le stress, ben il y a les histoires, il y a la perception que tu as de ta propre tolérance à la douleur, il y a la peur de la douleur, justement, il y a la peur de l'inconnu et finalement, il y a les scénarios catastrophes que tu peux te créer. Alors, j'y vais avec le deuxième sujet important que je veux absolument aborder concernant le stress et la peur de l'accouchement, puis c'est que tu peux faire de la peur et du stress, tu peux en faire des alliés. Et oui, le stress et la peur peuvent être des alliés comme toutes les émotions de ce monde. Derrière chacune des émotions qu'on vit se cachent toujours des besoins. Si tes émotions sont agréables, les besoins qui sont cachés derrière sont des besoins qui sont répondus. Si tes émotions sont plutôt désagréables, c'est parce que c'est des besoins non répondus qui sont cachés derrière. Ta peur et ton stress, dans le fond, là, ce ne sont que des messagers. Ces messagers-là te montrent simplement que tu as des besoins qui sont pas répondus. Les émotions, là, c'est comme des petits détecteurs de fumée. Ça sonne. On analyse qu'est-ce qui se passe, on comprend pourquoi ça sonne, puis on règle le problème. Tu sais, des fois, c'est une toast qui a brûlé, puis tu sais, ça se règle assez facilement, merci. D'autres fois, ben, le feu est carrément pogné, puis on a besoin d'aide au plus vite pour l'éteindre. Donc, peu importe, on fait pas juste laisser sonner le détecteur de fumée sans s'en occuper, puis sans faire semblant qu'on l'entend pas. On s'en occupe. Ben, c'est la même chose avec les émotions comme le stress et la peur de l'accouchement. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces émotions-là? Quels besoins crient en arrière puis souhaitent avoir ton attention? J'ai quelques exemples de besoins par rapport à la peur puis au stress de l'accouchement, là, peut-être un besoin de sécurité, de réconfort. Ça peut être un besoin d'information, d'écoute, de calme. Ça fait souvent du bien. De partage, d'empathie aussi, d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui est là, qui est vraiment à l'écoute de ce qui est pour vrai derrière tes mots, derrière tes émotions. Puis en ciblant le ou les besoins cachés derrière tes émotions, ben, tu vas pouvoir ensuite trouver la ou les meilleures façons d'y répondre. Puis de cette façon-là, ben, les émotions vont s'apaiser d'elles-mêmes. C'est d'ailleurs ça qui arrive aux futures mamans qui commencent leur préparation en me disant ben là, moi, tu sais, l'accouchement, ça me fait tellement peur, j'ai tellement peur d'avoir mal que je prendrais bien une péridurale direct dans le parking, tu sais, pour pas avoir à vivre ça. Puis à la fin de leur préparation, elles vont me dire hey, j'ai vraiment hâte d'accoucher finalement. Puis ça, moi, dans ce temps-là, je fais comme OK, wow, à quel point on a répondu à plusieurs besoins en prenant le temps d'en parler puis de se préparer. Alors justement, le dernier sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est on fait quoi avec cette peur-là et ce stress-là? Ben la première chose, c'est que on l'accueille. On prend une grande et profonde respiration, puis on constate simplement que cette émotion-là, ben elle est là. Comme on accueille dans nos bras un enfant qui pleure, comme on accueille une amie qui nous raconte son histoire, sans jugement. On observe les sensations que ça provoque dans notre corps, puis surtout, on ne les banalise pas. Je dis souvent, là, mais toutes tes émotions sont valides. Et comme je l'expliquais précédemment, oui, ben, elles ont aussi toutes quelque chose à te dire. Donc, première chose, on accueille, puis deuxième chose, on explore. On explore doucement nos émotions avec plein de respect, pour les comprendre, pour traduire leur message aussi, tu sais, puis écoute, ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire ésotérique. Si t'es une personne plus rationnelle, t'as pas besoin de tomber dans quelque chose de trop intense. Ça peut être quand même assez rationnel, cette démarche-là, si ça te ressemble pas de juste plonger à l'intérieur de toi puis méditer sur tes sensations. Ça se peut que ça te ressemble pas pantoute de faire ça, mais ça peut être super concret, genre, tu prends une liste d'émotions, il y en a plein de disponibles sur Internet.
tu prends une liste de besoins, il y en a des disponibles aussi, tu regardes ça, tu vois qu'est-ce qui t'inspire. Ah oui, je me sens de même. Bon, là, on parle de la peur puis du stress de l'accouchement, mais ça peut être bon pour toutes les situations de ta vie. Tu prends la liste de besoins, tu regardes ça, puis c'est comme, ah oui, juste en analysant, souvent, il y a quelque chose il y a quelque chose qui ressort, quelque chose qui résonne. Donc, je prends ça, je brasse tout ça ensemble, puis je comprends un peu mieux le détecteur de fumée qui est en train de sonner, puis le message qui est en train de m'envoyer. Puis c'est sûr que tu peux t'adresser aussi à ta doula, à ta psy, à ton ami pour être accompagné dans cette démarche-là si tu sens que là, oh, tu as de la misère à y voir clair. Dans le fond, on veut juste comme faire le ménage là-dedans pour passer à la troisième étape. Puis la troisième étape, ben, c'est répondre aux besoins identifiés. Donc, selon les besoins que tu vas mettre en lumière, ben, tu vas y répondre par exemple, en t'informant, en choisissant à qui tu parles, en choisissant aussi qu'est-ce que tu lis, en s'entourant, peut-être que tu vas avoir besoin de t'entourer de nouvelles personnes, des bonnes personnes, utiliser la relaxation, la méditation, la visualisation, l'écriture. Bref, les moyens de répondre aux besoins sont infinis, puis ça va dépendre de ta personnalité, de tes ressources, de tes envies. Par exemple, si tu as peur de l'inconnu, donc tu as probablement besoin d'informations, de sécurité, de réconfort aussi peut-être. Alors pour répondre à ces besoins-là, ben, tu pourrais t'informer par exemple sur les phases de l'accouchement, tu pourrais t'informer sur les protocoles hospitaliers, sur les interventions médicales, les trucs pour la gestion de la douleur, dans le fond, sur tous les sujets qui peuvent remplir ta page blanche de façon consciente, comme je disais tantôt, mais de façon positive aussi. Tout ce qui te permettra de te sentir plus en confiance et qui va t'aider à prendre des décisions éclairées pour la suite. Tu pourrais aussi lire un livre sur la naissance, comme par exemple, je pourrais te parler de Une naissance heureuse de Isabelle Brabant, qui est une sage-femme pionnière ici au Québec. Donc, une lecture positive, une lecture pleine de sens qui emmène les envers de médaille. Tu pourrais faire une préparation à l'accouchement, bien sûr, comme la mienne, ou une autre préparation qui résonne avec toi. Puis ce dernier bout-là, c'est vraiment important. Ce que tu choisis pour répondre à tes besoins, ça doit te ressembler, puis ça doit résonner pour vrai à l'intérieur de toi. J'ai plein d'exemples. Tu sais, si t'as peur de la douleur, t'as probablement besoin d'aller chercher des trucs puis des infos sur spécifiquement la gestion de la douleur. T'as peut-être besoin d'être rassuré aussi par ton conjoint, ta conjointe, puis que elle ou il se prépare avec toi pour être sur la même longueur d'onde, puis que tu saches que la personne qui va t'accompagner a plein d'outils aussi pour t'aider. Ça fait probablement du bien d'entendre parler de la douleur sous un nouvel angle. Souvent, les accompagnantes, les sages-femmes, on a une façon de parler de la douleur qui est différente. Fait que ça te ferait probablement du bien d'avoir ce type de discussion-là pour juste changer ta paire de lunettes par rapport à la douleur. Et je vois le temps qui passe, puis je vais arrêter de donner des exemples, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la peur de l'accouchement ou le stress relié à l'accouchement? On accueille l'émotion, on l'observe pour la comprendre et en ressortir les besoins cachés derrière. Puis une fois que les besoins sont clarifiés, ben on trouve des moyens qui font du sens pour nous, pour y répondre et que les émotions s'apaisent. J'ai envie de conclure avec un petit bonus rapide. Parfois, la peur et le stress sont confondus avec la fébrilité et l'excitation. Ce sont des sensations qui se ressemblent vraiment beaucoup. Quand tu vas explorer tes émotions, là, fais juste garder ça en tête. Tu sais, la fébrilité, l'excitation, c'est vraiment le fun comme émotion, mais ça active une sensation qui ressemble beaucoup au stress et à la peur. C'est une confusion qui est vraiment, vraiment très fréquente. Donc, t'es-tu stressé puis t'as peur ou t'as hâte puis t'es fébrile? Tu sais, c'est normal qu'il reste une fébrilité, une excitation par rapport à l'accouchement. Puis tu sais, ça se peut aussi qu'il reste du stress, hein, malgré toutes ces démarches-là, malgré toutes tes réflexions. C'est bien correct. Puis je dirais même que c'est rare qu'on n'a pas un petit stress quand on se prépare à accoucher. Mais tu sais, crois-moi, là, tu vas réussir si tu te prépares, si tu t'outils, si tu es bien accompagné, tu vas réussir à dealer avec ce stress-là le moment venu, puis tu vas être une déesse de ton accouchement. Puis, oublie pas qu'être une maman vivante, ben ça commence par être une future maman
préparé. Et là, je termine pour vrai, après ça, en te disant que la 10e cohorte de mon programme Doula et moi, ça va commencer le 18 septembre prochain. Les inscriptions sont présentement en cours, bien sûr, au moment où j'enregistre ceci, soit le 31 août. Le lien pour aller voir tous les détails est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, mais tu peux toujours m'écrire pour en savoir plus. Si tu as des questions, tu le sais, ça fait toujours vraiment, vraiment plaisir de te répondre. Puis c'est définitivement un programme unique et tous les parents en ressortent avec des nouvelles connaissances, avec un sentiment de confiance qui a grandi. Je suis vraiment, vraiment particulièrement fière de ce service-là que j'offre avec des collaboratrices professionnelles de la santé, 6 collaboratrices qui viennent bonifier le contenu. Puis on va aborder, oui, l'accouchement, mais on aborde également l'allaitement et / biberon. Et on aborde aussi la vraie vie avec bébé. Donc, je vais aller dans les vraies affaires utiles du quotidien, qu'on se pose souvent des questions pour aller déjà donner cette information-là aux parents. Fait que bref, c'est super complet puis vraiment, vraiment intéressant. Alors, si ça te tente d'aller voir ça, comme je disais, le lien est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, mais tu peux aussi consulter ma page Facebook, mon compte Instagram, tout est là définitivement en ce moment, j'en parle beaucoup. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour le 7e épisode. Ciao!